Et salut les pingouins, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur l'hyperviseur Proxmox. Aujourd'hui, on va décrire l'utilisation d'une machine virtuelle en mode NatPat et surtout de comprendre comment y accéder. Ça va être un peu plus velu que la vidéo précédente, mais rassurez-vous, rien d'insurmontable. On va commencer par créer notre interface qui va accueillir notre NAT. Alors vous avez deux possibilités, soit vous pouvez le faire directement par l'interface graphique. On va le faire comme ça, on verra qu'on a quelques petites modifs à faire de toute façon en fichier. Donc on va commencer par créer un nouveau bridge. Ce bridge, on va lui attribuer une IP dans un réseau spécifique. Donc moi, mon réseau NAT, je vais l'appeler en 192, 168, 77, 1, 24. En IP gateway, je vais lui mettre rien. Et on est bien en auto start et on fait un create. Alors vous voyez qu'en dessous, il a modifié le fichier etc network interface, donc il lui a rajouté une nouvelle interface VMBR1, elle est en statique et elle a 7 IP. Donc après il a rajouté automatiquement des ports de bridge et on a la possibilité pour mettre la configuration à jour, soit d'utiliser if down up ou alors la solution la plus radicale, ça reste encore de faire un reboot de la machine. Le temps que ça reboot, on va reprendre notre document. Donc on va reprendre de là où on était à la vidéo précédente. La vidéo précédente, on était là, on avait une VM1 qui était bridgée directement sur le VMBR0, donc l'interface par défaut de Proxmox, et qui avait accès à tout notre LAN et on avait un accès direct à la machine. Ça, c'est notre cas standard où on a fait un bridge. Maintenant, on va utiliser du NAT et du PAT. Alors, le NAT et le PAT, pourquoi? Ça permet de cacher un réseau derrière une IP. C'est exactement ce que fait notre routeur, parce que quand un paquet part de notre LAN, il passe par le routeur. Le routeur, lui, il nous fait du NAT, c'est-à-dire qu'il va remplacer notre IP, par exemple, mon IP de portable, la 20, il va la remplacer par l'IP publique, ça va faire son petit chemin sur l'Internet des familles, et quand ça va revenir, eh ben, le routeur sait que c'est cette IP qui a fait la requête, et du coup, va lui retransmettre la réponse. Donc nous, on va faire exactement ça, mais à l'intérieur de notre Proxmox. Donc on va lui créer une nouvelle carte réseau, qui du coup est une carte réseau purement virtuelle, qui n'est attachée à rien. On va faire une nouvelle VM, qui est une VM NAT. Ok, donc là c'est juste du nom, vous formalisez pas là-dessus. On va regarder si notre hyperviseur prend vie. Donc on voit bien ici qu'on a notre bridge qui est VMBR1. On va créer une nouvelle VM, on va l'appeler VM NAT1. Au niveau de l'ISO, on va reprendre la Rocky 9.3, on laisse en standard, 32 Go pour le disque, ça nous suffira, c'est du POC, c'est jetable. On va mettre 2 CPU, 4096 de RAM, et du coup, à cet endroit-là, au network, on va sélectionner VMBR1, qui est notre nouvelle interface. Et on va directement booter. On voit la création ici. On va se la garder dans un coin. On va mettre ça sur le côté. Ok. Donc, nous, on est en train de mettre en place cette partie-là, l'interface VMBR1. Donc, le NAT, pourquoi? Dans un réseau local, ça peut ne pas avoir d'intérêt. Là où ça a de l'intérêt, c'est si votre Proxmox est dans un data center. Alors, dans un data center, c'est pas pareil. Vous avez qu'une IP en V4. Et si vous voulez installer d'autres VM, eh ben, vous pouvez pas lui filer un même IPv4. Donc vous avez deux possibilités. Soit vous commandez des IP failover en IPv4, mais il faut savoir que ça a un coût. Moi, je suis hébergé, entre autres, chez Scalways. Et au final, le prix d'une IPv4 par mois, c'est quasiment le prix d'une instance chez eux, quoi. Une instance toute petite, mais on parle déjà de 3 € par mois, quoi. 3 € par mois, on a quasiment un VPS avec déjà l'IPv4. Ça a peu d'intérêt. Ou alors, la deuxième solution, c'est de mettre en place du NAT. C'est-à-dire que le Proxmox aura son IP public ici, et on va construire tout un réseau qui est derrière. Alors le NAT est un peu plus complexe parce que on n'a pas d'accès direct à la machine. Mais on va voir que on peut facilement le faire. Ça demande juste un peu de gymnastique. On voit que notre VM est en train de popper. On va se faire la petite installation comme d'habitude. Première chose qu'on voit par rapport à la VM Bridge, avant on était tout en français.
quand on faisait du bridge. Et là, il nous détecte en English US. On va continuer le process d'installation, pas très compliqué. On va vérifier US. On va prendre notre bon vieux clavier French. Pour la langue de support, je vais le laisser tel quel. Le time zone, on va se mettre à Paris. L'installation, on a dit, on a un disque de 32 Go. Ça, c'est toujours pareil. Un mot de passe route. On va autoriser le SSH direct. Et le network. Alors là, à différence de quand on était en bridge, on n'a rien récupéré. On va déjà lui donner un hostname. Vous voyez, c'est assez fastidieux. On peut régler ça beaucoup plus facilement avec du Terraform OpenTofu. Donc là, je vais lui donner une adresse IP. Si je reprends mon schéma, je vais lui donner une adresse IP que j'ai ici, donc dans le LAN, mais cette fois-ci en 77.1. Et pour ma VMNAT 1, je vais lui donner une IP cette fois-ci en 77.121. Ça, c'est ce vers quoi on va attendre. Donc, j'ai pas encore de DHCP installé. Je vais faire tout en adressage statique. Donc, sur 77.121, on a dit le netmask, c'est celui-là. Et du coup, ma gateway, c'est celle-là. Pas de DNS server pour l'instant. On va lui mettre celle-là. On l'allume. Il récupère ses valeurs. Et on est parti pour la création d'un user standard. Mot de passe, on va pas le dire, mais vous pouvez très certainement le deviner. C'est que du POC, les machines sont jetables. Ne faites pas ça en production. On est parti pour l'installation. Donc pour expliquer un peu ce qui va se passer, c'est que là j'ai créé ma VM qui est attachée à cette carte réseau, mais cette carte réseau n'est branchée à rien. Ma machine a accès au LAN, mais elle n'a pas accès à Internet. Parce que quand le paquet va partir, il va arriver au routeur, le routeur, il va l'envoyer, je ne sais où. Le temps que l'install se fasse, si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Si ce n'est pas encore fait, à lâcher un commentaire si vous avez des questions ou si vous voulez voir un point précis. N'hésitez pas à faire non plus un coucou sur les réseaux sociaux, que ce soit Blue Sky ou Twitter. Notre install se poursuit, on installe les paquets comme il faut. On peut aller voir sur l'hyperviseur le summary, donc la machine est déjà bien chargée. Les systèmes récents sont quand même assez gourmands. Après, on est en phase d'installation, le disque I/O est gros. On va voir comment réagit l'hyperviseur. L'hyperviseur est déjà plus tranquille. L'installation est toujours en cours. On est presque à la fin. On va avoir droit au reboot et on reboot. Donc là, on prend notre premier boot. On va avoir droit au grub. C'est parti. Donc, on a notre nouvelle VM. Elle est dispo. On arrive à s'y connecter. Donc là, j'ai un accès direct, mais c'est par l'hyperviseur. Donc, c'est normal que j'ai un accès. On va tout de suite regarder sa configuration réseau. Donc, on est bien en 192.168.77.121. Donc, je m'auto-ping, ça, c'est normal. Est-ce que je ping ma passerelle? Oui. Je ping ma passerelle qui est du coup la VMBR1. La question c'est, est-ce que je ping une IP, par exemple l'IP de mon host, donc de l'hyperviseur, oui, et est-ce que je ping mon routeur? Et c'est là que les choses problématiques commencent. C'est-à-dire que ici, j'arrive à pinguer cette adresse, et quand je veux pinguer directement une autre route, eh bien, je sors par là. J'atteins le routeur, mais quand je suis dans le routeur, on va regarder ici, si je fais un route-n, le routeur, c'est celui-là. Donc, mon réseau local VMBR0, il connaît les adresses qui sont ici, mais il ne connaît pas les adresses qui sont là, mon routeur. Donc, pour remédier à ça, il va falloir qu'on mette un peu les mains dans le fichier de config. On va se connecter directement à l'hyperviseur. Donc, ETC Network Interfaces, ça c'est le fichier qu'on a touché directement avec l'interface GUI. Il va nous falloir deux choses. La première chose qu'il nous faut, c'est qu'on doit autoriser le forwarding de paquets. C'est-à-dire que l'interface, elle accepte de faire transiter des paquets qui ne proviennent pas de lui et qui ne vont pas chez lui. Donc pour ça, on a une config qui est post up. Donc une fois que l'interface réseau est montée, on va écrire un 1 dans proc 6 net IPv4 et
on va autoriser l'IP forwarding. Et on a autre chose à mettre en post-up, c'est une règle IP table qui concerne le tag du NAT, qui va rajouter le post-routing en source à partir de 190.168.77.0/24, donc toutes les IP qui ont cette source, et on va la faire sortir par l'interface VMBR0 en lui mettant en place le masquerade qui va te permettre, comme on l'a vu avec le routeur, de faire une translation d'IP source. Comme ça, le routeur peut à nouveau router le paquet tranquillement. Et pour être propre, on va faire un -D, comme ça, on est tranquille. Donc, pareil, on a modifié le fichier de configuration. C'est toujours bon de faire directement un reboot. On va attendre que l'hyperviseur reprenne vie. Là, il a fait tomber toutes les VM et il vient de se couper. Donc ici, avec nos deux règles, on a autorisé cette carte réseau à faire transiter des paquets qui ne proviennent pas de lui ou de quelqu'un dans le LAN, auquel cas le routage était déjà fait. Et on a rajouté une règle qui permet de faire du masquerade de toute cette plage IP, donc 77.0, et de sortir à l'interface VMBR0. Ça veut dire que ici, il y aura un masquerade que quand on va faire une requête, on va directement passer ici. VMBR0 va mettre sa propre IP. Ici, on va sortir, le routeur va mettre l'IP public. On va aller sur Internet des familles et au retour, le routeur va remettre la 1.3 qu'il avait et VMBR0 va mettre l'adresse IP locale qu'il avait. On est ici de nouveau sur notre hyperviseur. Donc là, normalement, il a repris vie. Les VM doivent être en cours de boot. Elle est peut-être pas en boot auto. Ce n'est pas le cas. Je la rajoute et on démarre la VM. On va prendre notre routing des familles. Le boot se poursuit. On se log avec notre petit user. Donc rien n'a changé au niveau de la config. Si je fais un ping 190.168.77.1, ça c'est mon interface VMBR1, elle répond comme avant. Et si maintenant je veux atteindre le routeur qui est là, il me répond cette fois-ci, puisque le masquerade a été fait à cet endroit-là. Et pour aller plus loin, on n'a pas de résolveur, on va tout de suite rajouter un résolveur qui ne doit pas avoir dans resolve.conf. On lui a mis 77, on va lui mettre le routeur local, on refait notre ping, et là, on a le parcours complet qui se fait. Donc, premier masquerade ici au niveau de notre interface NAT dans Proxmox, deuxième masquerade au niveau de notre FAI, et retour du paquet avec des masquerades ici, et on arrive tranquillement. Donc ça veut dire que de cette machine, j'ai accès au net. On va s'en convaincre, on va faire un DNF update pour voir si on atteint les repos. Ça se passe bien, on a accès aux repos. Et maintenant, pourquoi le NAT c'est toujours un petit peu plus compliqué? Eh bien parce que même si d'ici on a accès au LAN et à Internet, l'inverse n'est pas vrai. Je vais prendre un exemple ici. Donc moi j'ai mon IP, si je fais un ping de 192.168.1.3 qui est mon hyperviseur, je le ping bien. Et si maintenant je veux pinguer ma VMBR1, donc mon bridge qui est à l'intérieur, eh bien j'ai pas de réponse. Pourquoi j'ai pas de réponse? Voilà, on va consulter les routes. Eh bien parce que autant à 192.168.1.0, j'ai une route et c'est pour ça que j'arrive à atteindre le 1.3, mais la 168.77, je l'ai pas dans la table de routage. Donc mon poste, pour lui, ce réseau, il le met dans la destination par défaut et il l'envoie au routeur. Le routeur, lui, il connaît pas non plus cette adresse, donc le paquet se perd dans la nature. Donc pour remédier à ça, on va voir deux techniques, plutôt trois. La première technique, ça consiste, alors dans le cas du SSH, à faire un jump. C'est-à-dire que mon hyperviseur, lui, il a accès à ma VMBR0, donc la .1, mais il a aussi accès à la VMBR1, à la .77. C'est-à-dire que lui, il a la possibilité directement de faire son ping en 68.177.1, ce qui est normal, c'est son interface qui est attachée à lui. Et comme il a son interface, il a aussi accès à ça. On va aller s'en convaincre avec un route-n.
Donc on voit le 192.168.1, il passe par la VMBR0, mais par contre, il a la connaissance de cette route-là sur son interface VMBR1. C'est-à-dire que quand il veut aller pinguer lui, il va passer par cette carte réseau et pas par celle-là. Chose que notre portable ne peut pas faire. Donc la première technique, ça va être de faire un jump. Donc SSH a une option "-j" pour faire un jump. Alors, je vais passer par route, mais peu importe. Donc on va aller passer par cette passerelle qui est là, donc notre hyperviseur, et à partir de là, on va aller se connecter directement à notre VM qui est derrière le NAT. Donc il me dit, oh là là, la clé a changé. Donc on va passer par l'hyperviseur et on va lui dire notre destination finale, c'est celle-ci. On fait notre échange de clés et en une ligne de commande, avec le jump, on est à l'intérieur de celle-là. Donc on le voit déjà au niveau du hostname, mais si on fait un IP-A, on voit très bien qu'on est passé, en faisant le jump sur VMBR0, on a sauté directement sur l'interface VMBR1 et on a atteint la VM qui est derrière le NAT. Donc on a une autre possibilité, parce que là du coup ça nous fait faire un jump, on a une autre possibilité, c'est d'utiliser des règles IP tables. On se met sur l'hyperviseur, on va cette fois-ci utiliser non pas le NAT mais le PAT. On va lui donner une nouvelle règle IP table de type NAT. On va lui rajouter du pré-routing cette fois. Le protocole, c'est du TCP. Le port de destination, c'est le 122. C'est du type Dynamic NAT. On va lui dire que la destination, ça va être 192.168.77.121 et le port 22. Donc en faisant ça, je vais ici, sur cette interface, lui donner sur la box de Proxmox, je vais dire si un paquet arrive sur le port 122, je vais rediriger directement dans le port 22 de cette VM. Donc avec cette règle-là, je vais faire de ce pas le test. On va s'ouvrir encore un shell. Donc je vais me connecter à Linux. Je vais lui donner l'IP de l'hyperviseur. Et par contre, je vais me connecter au port 122. Alors, on va regarder. Si je fais un netstat-tnlpv, donc je regarde les ports ouverts sur l'hyperviseur, je vois bien que j'ai du 22, qui est le SSH sur Proxmox 7, mais je vois pas de port 122. Et en fait, la règle IP table va dire que si jamais il y a du 122 qui arrive, voilà, il voit bien une fingerprint, il me demande de continuer, je lui dis oui, et ici je suis connecté directement via mon PAT, donc Port Address Translation. Donc je suis connecté directement via mon PAT, c'est-à-dire que mon portable est rentré dans le port 122. La règle IP table de pré-routing a dit « Ah, du 122, finalement, je vais t'envoyer ici. » Et effectivement, je suis rentré directement sans faire de jump. Alors, il y a quand même un jump parce que IP table, c'est ce qu'il fait. Au final, il fait du pré-routing. Mais la finalité, là, j'ai un accès, entre guillemets, direct à ma VM cachée derrière le NAT. On va voir un troisième cas. On va prendre, par exemple, un serveur web. Alors, serveur web, on va prendre Nginx parce que j'ai mes petites habitudes avec. Donc, on va faire un apt install Nginx, donc extrêmement léger. Je rentrerai pas dans le débat Apache de Nginx, mais Nginx est au-dessus. Son seul petit défaut à l'heure actuelle, c'est qu'il est russe. Ça reste un projet open source, même s'il y a eu du grabuge. Donc, je regarde s'il est démarré. J'ai bien le port 80 qui en écoute. Donc si je prends mon navigateur qui est ici, que je lui demande d'aller sur le 192.168.1.3, il me dit Welcome to Nginx. On va se mettre les idées au clair. On va aller chercher où se trouve le fichier index.html. Parce que forcément, il y a un fichier HTML. Donc, on a ici notre fichier HTML. On va pas changer le title. On va le mettre directement ici. Donc si je rafraîchis, est-ce que je le vois? Est-ce que j'ai sauvé? Pas celui-là. Normalement si. Peut-être un service Nginx restart. Non plus. Parce qu'après oui c'est le seul. Ok. On va aller configurer un petit vhost. C'est Nginx Citadel label. Le default. On va lui dire... Ah, c'est parce qu'il doit avoir R3W HTML. R3W
HTML. Donc ici, on va lui dire que c'est Proxmox. Ok, donc on le met sur notre hypervisor, le Nginx est hébergé ici directement. On va faire la même manip sur notre VMNAT. Donc on va passer par ici. On passe par notre règle dépétable. On passe en route. On fait un DNF install Nginx. Nginx est installé. On fait un netstat qui ne connaît pas. DNF install nettools. Donc on fait notre netstat tnlpv. Donc le service n'est pas démarré. Service Nginx start. On rappelle notre netstat. On voit qu'il est bien fait. Donc on va déjà le tester en ligne de commande. http /localhost. Donc on voit que c'est un test page. On va regarder la config de Nginx. C'est la conf de base. Donc on devrait trouver ici le root, c'est celui-là. On va faire un vi de index.html. Power by Rocky Linux, ça tombe bien, c'est pas la même. Et du coup, on va rajouter VMNAT. Si on fait le curl et qu'on fait un less, on voit bien qu'on a le VMNAT. Très bien. Donc ici, je retourne sur l'hyperviseur, là où j'ai ma conf. Cette fois-ci, je vais aller lui dire que ma location, ici, il essaye de faire passer, il essaye de résoudre en fait le nom du fichier. Et nous, on va lui dire que sa location, maintenant, c'est un proxy pass. Proxy pass qui est 192.168.1.77.121. Alors, on n'oublie pas d'ajouter un point virgule. On fait un service Nginx reload. Et maintenant, quand on vient ici, alors il nous dit un bad gateway. Pourquoi? On va regarder dans les logs. Et il n'a pas réussi à se connecter. 121, connect to server. Il est bien là. Service, firewall, les status. Ok. On a notre règle de firewall qui est venue s'intercaler. Donc on va faire un firewall firewall command. On va autoriser un port qui est le port 80 en TCP. Et on va faire un cmd reload. On va regarder son état. Il est running. On va regarder la liste des règles. Alors si j'ai pas fait une coquille, il m'a pas rajouté mon port. Add port égale 80 TCP. Ouais, add port, c'est bon. Voilà, il me l'a rajouté. Si maintenant je reviens, donc j'ai ma page de test, la page qui est hébergée dans le NAT. C'est-à-dire que mon navigateur est allé demander ici, le Nginx là, il dit ok, ben c'est ça que tu veux, je te proxy passe directement là-dedans, et c'est ce Nginx qui a répondu. Donc on a eu maintenant trois manières de se connecter au NAT, soit directement en faisant un jump, par exemple avec le SSH. Il y a d'autres logiciels qui permettent de faire des jumps. On a vu la manière où on utilisait une règle IP-table pour faire du PAT, donc du Port Address Translation, qui nous permet aussi de nous connecter en ayant un port en pré-routing. Et on a vu la dernière méthode qui est que dans l'hyperviseur, je lui dis simplement que, par exemple, mon proxy Nginx va servir directement la page web qui est ici. Voilà, j'espère que la vidéo aura pas été trop longue ni trop velue. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire et rester informé des prochaines vidéos en cliquant sur le grelot. Restez pour avoir d'autres propositions de vidéos. Allez, ciao!